voilà, je vais vous parler de messages temps réel. Alors, bon, je me suis lancé dans une présentation et je me suis aperçu que le sujet était bien vaste, donc m'emmenait bien loin. Donc, on va découper. Donc, ce soir, c'est une introduction, on va dire, au messaging temps réel avec Go. Donc, voilà, je vous fais un retour d'expérience parce qu'en fait, on a utilisé principalement Go avec le messaging temps réel. Le messaging temps réel qui est notre métier, donc envoyer et recevoir des messages pour du chat entre personnes ou pour contrôler des objets. Donc c'est notre métier. Et on s'est mis à construire des objets connectés, des clients en Go. Alors, je vais déjà vous expliquer pourquoi on a choisi d'utiliser Go pour ce type de besoin. En fait, c'est assez simple. Go est très pertinent à la fois sur le client pour les objets connectés et à la fois sur le serveur en tant que plateforme de messaging. Donc pour les clients, il a quelques caractéristiques qui en font un langage assez incontournable. Tout d'abord, les channels, donc qui sont au cœur du langage Go. On voit que quand on fait des systèmes de messaging, on envoie des messages, on reçoit des messages. Les channels, c'est juste ça. Et quand on fait une API cliente pour recevoir ou envoyer des messages en Go, on peut s'appuyer sur les channels et mapper très bien les concepts de Go avec le besoin fonctionnel sous-jacent. Un autre élément qui a déterminé notre choix, c'est la capacité de cross-compiler le binaire, le client qu'on écrit en Go, pour pouvoir le diffuser sur l'objet lui-même. Donc ce qui est très intéressant, c'est que je peux développer complètement sur Mac, tester tout mon client sur Mac, et quand je suis prêt, je build pour ARM, ARM, Linux, Raspberry Pi, je fais SCP du binaire, et je le lance depuis le Raspberry Pi, et ça fonctionne en l'état, sans rien faire, sans rien toucher. Donc c'est vraiment extrêmement précieux quand on va faire des objets connectés de ce type basés sur Linux et Go. Et puis après, quand on parle d'objets connectés, ce qui est intéressant, c'est que Go permet l'accès directement à beaucoup d'API systèmes. Et donc, on va pouvoir accéder à toutes les petites extensions de la plateforme sur lesquelles vous allez développer. Donc, allumer les LED, récupérer des infos de capteurs. Tout ça, c'est extrêmement simple en Go et c'est fait pour ça. Voilà. Pour les serveurs, alors c'est une partie dont je vais parler un peu moins aujourd'hui, mais pour les serveurs, Go a également beaucoup d'atouts parce qu'il va être très performant en termes de concurrence grâce aux GoRoutines. Donc on va pouvoir gérer, en gros, on va pouvoir créer des GoRoutines par client connecté et on va pouvoir traiter les demandes des clients et leur envoyer des messages et gérer les sockets et les clients TCP comme ça. Donc c'est très très important pour la montée en charge en termes de nombre de clients connectés. Et puis c'est aussi important pour le débit parce que Go est très performant. Donc ça permet d'avoir un débit en termes de nombre de messages par seconde sur une plateforme de messaging en Go qui va être extrêmement important. Donc on gagne un peu sur les deux tableaux, sur les deux dimensions. Et puis une autre dimension qui est aussi assez intéressante, c'est la latence. Donc quand on va se connecter à une plateforme Go et envoyer des messages, on va avoir une extrêmement faible latence à l'autre bout sur le client qui va recevoir. Et donc on va minimiser vraiment la latence entre l'envoi et la réception du message. Donc j'ai pris un exemple. Donc c'est une plateforme de messaging en Go pour illustrer ça qui s'appelle Nats avec une implémentation Go de leur protocole. Et ici donc on a un graphique qui vous montre la capacité de traitement, donc le débit de la plateforme. Et on voit, alors là, si vous connaissez un peu des noms de systèmes de messaging, mais vous allez voir RabbitMQ, Redis, etc., Kafka, ActiveMQ, on voit qu'en termes de capacité, de nombre de messages par seconde, l'implémentation Go va être très supérieure aux autres. C'est aussi lié, tu vois, on compare avec RabbitMQ par exemple et AMQP, donc qui a des caractéristiques transactionnelles qui sont un peu différentes du protocole NATS, mais on voit quand même que la capacité de traitement et de distribution de messages est extrêmement forte. Et la latence, donc on voit NATS en bas, c'est le petit trait jaune. C'est bleu, mais NATS, la version Go, est encore en dessous. Donc elle apparaît même pas sur le graphe en termes de latence d'envoi de messages. Ça, c'est lié à la capacité de pouvoir prendre les messages sans copier. Il n'y a pas de copie, donc on prend les messages et on les renvoie
à l'autre bout, à l'autre client qui veut recevoir sans copie. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler en gros, alors je vous ai déjà parlé un peu de NATS, je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail dans cette présentation, on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais pas beaucoup dans cette présentation. Je vais vous parler de XMPP, donc le protocole qui sert beaucoup à l'origine pour les clients de chat, et qui est aussi maintenant beaucoup utilisé pour Internet of Things, et du protocole MQTT, qui est un protocole plutôt utilisé pour des valeurs, des capteurs, de la télémétrie. Donc, on va parler un petit peu de code pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par XMPP. Donc, XMPP, nous, on l'a positionné en termes de Internet of Things, contrôle des objets, sur la partie contrôle. Parce que XMPP, ça va être XML, c'est extensible. On va pouvoir envoyer c'est basé sur des requêtes-réponses naturellement. Donc, on va pouvoir envoyer à l'objet des paquets XMPP de contrôle. L'objet va pouvoir définir son formulaire qui permet de le contrôler, définir ses propres actions, et on peut découvrir les capacités de l'objet, on peut vraiment aller très loin dans le contrôle d'objet. Et donc, XMPP, il y a un cœur, un socle de base, et puis il y a des extensions. Donc j'en cite quelques-unes ici, mais il y a des extensions qui sont dédiées à l'Internet of Things. Donc c'est idéal pour la partie contrôle des objets. Donc je vais illustrer mon propos par un développement qu'on a fait, qui est un jukebox XMPP en Go. Donc on a utilisé le protocole XMPP, on a utilisé notre serveur en Erlang, qui est le serveur Ijabird, comme serveur XMPP. On a utilisé une bibliothèque en Go que j'ai écrit pour se connecter sur XMPP, Raspberry Pi, et puis j'ai fait aussi quelques petites glues pour le jukebox. C'est un jukebox SoundCloud, donc on se branche sur les API SoundCloud et on va lire des streams de musique SoundCloud. Donc voilà, l'architecture elle est assez simple. Donc on a le jukebox qui est connecté au serveur XMPP, les utilisateurs qui sont connectés au serveur XMPP et qui échangent des messages de contrôle avec le jukebox pour lui dire joue ce morceau qui a telle URL, et le jukebox il fait le nécessaire, stop, etc. Affichage de ce qui est en train d'être joué, etc. C'est l'idée. Donc si vous n'avez jamais vu d'XMPP, ça va être du XML, donc ça ressemble à ça. Un message orienté chat, ça va ressembler à une balise message. Et puis vous allez avoir un body dedans, et là dans le body, on a fait un protocole qui est simple, on met l'URL du flux, enfin de la page SoundCloud qu'on veut jouer, et nous on résout pour récupérer à partir de ça le flux qu'on trouve derrière. Donc le premier moyen qu'on a implémenté pour contrôler le jukebox, c'est de faire basiquement un chatbot. Donc vous ajoutez le jukebox à votre liste de contacts de chat, vous êtes en client, vous copiez-collez l'URL, le jukebox il voit l'URL, il connecte, il voit que c'est SoundCloud, il connaît le protocole et il va jouer la musique. Et puis si vous tapez stop, vous envoyez, ça arrête le stream. Ça c'est le premier moyen qu'on a implémenté. Pour aller un peu plus loin, on a implémenté avec le protocole de contrôle XMPP IoT. Donc là c'est des paquets qui vont être... Donc les messages sont des fire and forget, donc n'appelle pas de réponse. On envoie les messages et le jukebox traite. Là, on a des IQ, donc c'est un mécanisme dans XMPP qui est de requête-réponse. Donc on envoie un IQ au jukebox qui va dire je veux effectuer l'action play avec le paramètre URL. Et lui il répond OK, voilà, c'est effectué. Donc c'est un protocole requête-réponse. Donc c'est pour ça que c'est plus adapté au contrôle. Voilà, on va regarder un peu de code, mais voilà, globalement, le code du jukebox, on déclare un client XMPP, on appelle la fonction de connexion en lui passant l'identifiant sur le serveur XMPP. On appelle ça le Jabber ID, c'est un peu historique parce que le protocole XMPP s'appelait Jabber avant. Et puis après, on a simplement une loop, une boucle qui va simplement recevoir des paquets. Alors on a soit un message et on appelle la fonction pour traiter les messages, soit un IQ et on appelle l'autre fonction qui va jouer les morceaux en traitant les IQ. Et là, on ne fait rien sur la partie présence. Donc la fonction de connexion, elle est très simple. Hein. On passe juste les credentials, on crée le client et on appelle la fonction de connect. Donc ça, c'est disponible dans la librairie que j'ai écrit et c'est extrêmement simple. Pour le traitement des messages, là encore, c'est très simple. On voit qu'on reçoit dans le message, on va recevoir le body, on extrait l'URL du body et on appelle avec cette URL, on appelle la fonction
play SoundCloud URL. Et voilà, le jukebox va jouer la musique. Et de l'autre côté, pareil, pour connecter et recevoir des messages, des IQ, pardon, on processe les IQ. Donc on vérifie, ma librairie, elle pré-parse les IQ. Donc elle va les typer à la réception. Et on va avoir on va dire une structure de type IoT control set. Si on a bien cette structure-là, dans ce cas-là, on sait que c'est l'opération set de contrôle. Et on va parser le payload pour extraire l'opération, l'URL qu'on doit jouer. Et là, on va lancer à ce moment-là la fonction pour jouer l'URL. Merci. Voilà, ça c'est pour le traitement des commandes. Et voilà, et la fonction qui joue, j'ai fait une petite lib pour SoundCloud pour aller jouer le morceau, mais voilà, on va juste encapsuler. On fait get_song ID à partir de l'URL. Une fois qu'on a la song ID, on peut appeler récupérer l'URL et jouer l'URL. Donc j'ai fait 2 composants pour ça, le SoundCloud pour aller parser les URL, récupérer les URL, etc. Ça vous pourrez jouer avec et voilà, vous amuser et vous faire votre propre jukebox sur votre ordinateur. Et une fonction qui encapsule MPG 1, 2, 3 player pour aller jouer les morceaux. Voilà, ça c'était le premier use case, donc le jukebox. Voilà, c'est un Raspberry Pi avec un haut-parleur, tout est contrôlé, on l'utilise au bureau, ça marche très bien. Ensuite, on va vous parler de MQTT. Donc MQTT, c'est à l'inverse, c'est différent, c'est plus pour remonter de l'information de capteur. L'origine dans le nom, il y a télémétrie, donc c'est utilisé vraiment pour. C'est un protocole qui n'est pas XMPP, qui est binaire et qui est vraiment fait pour minimiser le payload. Donc c'est fait pour envoyer beaucoup d'informations de capteurs en parallèle et minimiser l'espace et la bande passante consommée. Donc le cas d'usage, c'est le reporting d'un capteur de température. Alors pour le capteur de température, j'ai fait simple. Je me suis dit je vais prendre le capteur de température que j'ai sur mon Mac. Donc je récupère l'information du capteur du CPU. Donc voilà, si vous voulez jouer avec, vous avez une commande sur le Mac 6CTL que vous pouvez appeler pour récupérer l'information. Donc je vais encapsuler ça dans le Go pour récupérer l'information périodiquement. Le serveur de test, c'est un serveur Mosquito, qui est un serveur de référence MQTT, voilà, l'implémentation de référence. Et j'ai écrit une bibliothèque MQTT en Go pour pouvoir encapsuler le protocole, me connecter au serveur et faire toutes les opérations de manière simple. Donc vous allez voir que c'est extrêmement simple, c'est encore plus simple que le client XMPP. Donc, pour le publisher, vous avez une connexion, vous faites MQTT new, vous passez le serveur, vous avez le client ID, en gros c'est votre identifiant de connexion. Donc là, le serveur n'implémente pas de connexion, et c'est déclaratif, je dis je suis telle machine et il me fait confiance. Donc pour ce cas-là, je n'ai pas à passer de login password. Et globalement, en fait, je vais aller dans une publish loop qui va boucler et envoyer à intervalles réguliers mes informations venant du capteur de température. Donc la boucle qui traite les informations du capteur de température, globalement c'est juste un time ticker, qui est un objet Go qui va envoyer, alors là dans le code ici, je vais paramétrer pour envoyer toutes les 5 secondes un signal pour dire envoie l'information de température. Et ensuite, si voilà, j'ai une simple boucle select, quand j'ai l'information du ticker qui me dit c'est bon, il faut envoyer les informations du capteur, je récupère le topic qui est le channel MQTT sur lequel je vais pouvoir publier mes informations. Je formate un payload qui est le contenu qui contient un byte, qui est la température que je récupère via ma fonction getTemp, et je fais client publish sur le topic qui va être grosso modo le nom de ma machine CPU. Je publie sur ce topic ce payload qui est la température. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc la fonction de température, elle est assez simple. Elle va juste appeler la commande 6CTL que je vous ai montré précédemment pour récupérer la température. Et ensuite je formate, je parse un peu la chaîne, je formate pour le mettre dans un octet et je retourne l'octet. Donc voilà, donc c'est assez simple et avec ça vous publiez la température sur
sur le channel MQTT. Et de l'autre côté, le subscriber, il va pouvoir s'abonner à la température d'une ou plusieurs machines en fonction des channels sur lequel il va s'abonner. C'est encore plus simple. Là, comme vous le voyez, je fais juste un channel qui va me servir à récupérer les messages qui sont reçus sur mes abonnements MQTT. Je me connecte, je crée une nouvelle connexion client MQTT. Je me connecte, je crée un abonnement, un topic, voilà, avec une qualité de service que je définis. Je m'abonne et ensuite j'ai une boucle et je reçois perpétuellement les messages. Donc là, je pourrais insérer dans une FluxDB ou voilà, faire des graphes, voilà, faire tout un tas de traitements sur les métriques, déclencher des events, mais voilà, globalement, ça tient sur une page, donc extrêmement simple. Donc voilà en gros le panel que je voulais brosser sur comment on utilise Go pour faire des clients, pour publier et recevoir des informations en temps réel de messaging. Voilà, ce qui est possible de faire dans d'autres présentations. Alors la prochaine étape, c'est déjà, vous allez avoir les slides et je vais publier la lib MQTT, je dois encore un peu la nettoyer, mais elle est prête, elle sera publiée en fin de semaine sur le compte de GitHub. J'avoue que j'ai appris pas mal de choses dans le design de cette bibliothèque. Bon, s'il y a un des conseils que je peux vous donner, c'est que quand vous faites du Go, suivez votre intuition. C'est-à-dire que si ça vous semble un peu trop compliqué, si vous ne comprenez pas votre code, c'est que vraisemblablement, vous n'avez pas la bonne approche. Donc repensez, repassez dessus, jusqu'à ce que ça vous semble limpide. Et j'ai dû faire peut-être, 10 itérations sur ma bibliothèque, et j'avais toujours des objets en trop, j'avais toujours des structures en trop, j'avais toujours des méthodes en trop, j'avais des channels en trop. Et au final, je me suis dit, par exemple, pour prendre un exemple concret, je me suis dit, comment savoir que j'ai été déconnecté et qu'il n'y aura plus de tentatives de reconnexion? Comment ma bibliothèque va me faire savoir ça? Donc j'ai pensé à des channel kits, à faire des callbacks pour récupérer le statut de la connexion, tous les changements de statut, etc. Et au final, tout ça, j'ai dégagé tout ça parce que c'était over-engineering, il n'y a pas besoin de tout ça. Et au final, comme vous voyez sur la page du subscriber, le signal close du channel message, il est suffisant pour savoir que ici, l'auto-reconnect sera plus déclenché. Je close le channel message, donc je sors de la boucle, et là je peux décider de me reconnecter, attendre un certain délai, faire du exponential back-off pour pas taper trop sur le serveur si j'ai beaucoup de serveurs qui se connectent. Donc suivez l'intuition en Go. Si ça paraît pas simple, c'est qu'il y a un problème dans le code, et donc il faut continuer, tourner le problème dans tous les sens pour essayer de simplifier. Voilà, c'est un des enseignements que j'ai appris en écrivant cette bibliothèque. Ensuite, après, on pourra s'attaquer, voilà, ce qui est intéressant, c'est de s'attaquer à la partie serveur en Go, la mise en œuvre du serveur NATS, GNATSD en Go, éventuellement comprendre son architecture. Je travaille aussi sur un serveur de messaging en Go, donc peut-être que voilà, quand il sera un peu plus abouti, je pourrais vous parler de l'architecture également, mais globalement, voilà, il y a d'autres suites qui est possible d'envisager. Voilà, il y a quelques liens. Les graphes que j'ai mentionnés viennent d'un blog qui s'appelle Brave New Geek. Donc vous aurez l'URL, je vais publier les slides aussi. Je te mettrai l'URL sur le Meetup, qui compare la performance de différents systèmes de messaging. Donc vous pouvez aller dessus comme référence. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre.